La réalité, c'est qu'une IA, et heureusement, ne remplacera pas 6 années d'expérience, le côté pragmatique de l'avocat, son expertise, la solution que l'IA va vous vendre. L'IA ne vous garantit pas que cette solution vous sera applicable à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ICOS Masterclass. Je suis Nicolas Perrin, le fondateur du réseau COS, et tous les 15 jours, j'ai la chance de recevoir un professionnel membre du réseau COS qui vient nous parler d'une thématique liée à son activité professionnelle. Quand je pense aux avocats, je pense aux films américains avec des grandes plaidoiries, des avocats qui montent sur les tables, énormément de monde, etc. On va essayer de voir si c'est vraiment le quotidien d'un avocat, et pour ça, j'ai la chance de recevoir Julie Vigneron. Bonjour Julie. Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, Julie. Ravi d'être là. Et ravi de t'avoir avec moi. Pour commencer, j'ai envie de savoir qui tu es déjà et quelle est ta mission exactement en tant qu'avocate et le cabinet dans lequel tu travailles, bien sûr. Alors, Julie Vigneron, donc moi je suis avocate au barreau de Draguignan depuis 2022. D'accord. Alors, mes missions principales sont le droit des affaires, le droit international privé et le droit pénal plutôt des affaires. Il faut savoir que je travaille aussi en partenariat avec mon frère Paul, qui est avocat au barreau de Montréal et Paris, en droit de l'immigration, donc tout ce qui va être obtention de visa France, Canada par exemple. D'accord. Et en réalité, j'ai 2 casquettes. Donc moi, je suis à la fois avocate en conseil et en contentieux. D'accord. Tout à l'heure, je disais qu'on a une image un peu des avocats ou de la justice très hollywoodienne. Est-ce que ça correspond à la réalité ou alors vraiment, est-ce que ça n'a rien à voir, en tout cas avec ce que tu vis au quotidien ? Alors non, c'est une image complètement tronquée de la réalité qu'on vous vend dans les films, parce que généralement dans les films, ils se focalisent sur les grands procès, les grandes plaidoiries, alors qu'en réalité, l'audience, le procès existe, mais ça représente juste une infime partie du métier, puisque la réalité, c'est que l'essentiel se passe bien avant l'audience. L'avocat va analyser les documents avec son client, établir une stratégie, les avocats vont échanger, négocier entre eux. Donc on est loin de cette image des USA. D'accord. Il y a un problème, il faut dire ce qui est, c'est que dans les films, on le voit, les films souvent s'inspirent du système judiciaire des États-Unis. Alors moi-même, j'ai eu l'occasion de vivre cette expérience aux États-Unis à Miami, et on voit, c'est ce qui ressort des films, les avocats qui négocient, tout est simple, tout est blanc, noir, il y a un gentil, un méchant. C'est absolument pas le cas. Ouais, la vérité est plus compliquée que ça. Et donc, typiquement, l'audience dans ton métier, dans ton activité, ça représente à peu près quelle part ? Alors, l'audience, c'est la partie haute de l'iceberg. On va dire que ça représente à peu près 20%. 20% seulement de ton activité. Voilà, seulement. La partie basse de l'iceberg, elle est beaucoup plus importante. En réalité, l'audience, finalement, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a eu lieu au préalable entre l'avocat et son client et qui est le fruit d'un travail juridique et administratif. Puis bon, il ne faut pas oublier que l'avocat propose, mais le juge dispose. Donc, l'audience vient clôturer un travail de longue haleine. D'accord, l'audience, donc c'est ce qu'on voit, donc c'est pour ça qu'on a cette image-là. Mais en tout cas, effectivement, derrière, c'est des mois de travail en amont pour aboutir à ce résultat-là. C'est ça, je rebondis sur un peu les films, parce que c'est une image tronquée de la réalité. On vous vend aussi objection votre honneur. Évidemment, ça n'existe pas en France. On ne coupe pas la parole à un procès. Ça n'existe pas. Le président de la juridiction, il joue un rôle de police de l'audience. Et puis la réalité, c'est que quand on négocie en France, la loi française impose des concessions réciproques. Donc en réalité, il y a 2 gagnants et non pas qu'un seul gagnant. D'accord. Tu me disais hier que la plupart des affaires ne vont jamais au tribunal. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 2 facteurs. Il y a 2 facteurs, le facteur temps et le facteur coût. Coût du fait d'une méconnaissance bien souvent des justiciables qui pensent mal connaître effectivement les honoraires d'avocat, alors qu'une consultation d'un avocat, c'est accessible, c'est 120 € à peu près. D'accord. Bon, voilà. Facteur temps, parce qu'évidemment, parfois ça en refroidit certains à tort. Avant d'arriver à une décision de justice, ça demande un travail, un certain temps, sauf procédure accélérée en matière de référé. Alors, effectivement, tous les dossiers ne vont pas jusqu'au tribunal, et tant mieux aussi. Pourquoi ? Parce que souvent, on trouve un compromis,
avant d'aller au tribunal. Donc c'est le rôle des avocats de négocier entre eux, d'analyser les risques pour leurs clients. D'accord. Et donc c'est le dernier recours parfois, le tribunal. D'accord. Rapidement, dans un dossier, qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence ? Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence ? J'imagine que tous les dossiers sont différents, donc forcément la réponse n'est pas uniforme, cas par cas. mais... Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence ? Encore une fois, dans les films, on va vous vendre une preuve, une pièce spectaculaire. C'est une image tronquée encore de la réalité. Parce que ce qui compte, c'est les détails en réalité. Un contrat qui est bien rédigé, un email qui est conservé puisque seuls les écrits, on le sait, restent. D'accord, donc les écrits, tout ce qui est contractuel, tout ce qui est devis. C'est ça. Et surtout une clause bien précise. Parce que le diable se cache dans les détails. Donc le but, c'est d'éviter toute interprétation. D'où l'intérêt d'être le plus précis possible. Mais ça, c'est pour les dossiers classiques. Et ensuite, les dossiers internationaux. D'accord. Et c'est-à-dire les dossiers internationaux ? Alors, les dossiers internationaux, donc un peu plus complexes, on va dire, qui là vont appeler des questions plus complexes, d'où l'intérêt de consulter de plus fort un avocat. Par exemple, dès qu'il y a des éléments d'extranéité, c'est-à-dire un élément hors France, un bien immobilier situé hors France, une nationalité. Donc, ça va appeler un panel de questions. D'où la nécessité d'avoir recours à un avocat spécialisé aussi dans le droit international. Tout à fait, tout à fait. J'ai un exemple assez récent. Tu étais à Valence, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est de ça que tu parles ? Oui, j'étais à Valence, donc autant lier l'utile à l'agréable. La semaine dernière d'ailleurs, je crois, donc c'est vraiment très récent. C'est ça. Et donc j'ai clôturé un dossier international de succession France-Espagne. D'accord. Et je défendais 2 héritiers français qui étaient propriétaires d'un bien immobilier en Espagne. D'accord. Et ça a posé effectivement plein de problématiques puisqu'on a on partait de rien, d'un testament. D'accord. Donc il a fallu se demander est-ce qu'il est valable, quelle est la loi applicable, la juridiction compétente, plein de questions, reconstituer l'historique, le contexte. Donc des mois de préparation. Des mois de préparation. Ouais. Donc on l'a clôturé au bout de 4 années et on a signé la vente immobilière. D'accord. Donc c'est super. C'est sympa Valence ? C'est très sympa, vivant, cosmopolite, ouais. Bon. Et puis les tapas, les tapas, sympa, ouais. Très bien. Est-ce que tu vois un schéma ou des erreurs qui reviennent assez régulièrement chez des particuliers, chez des dirigeants, ou même si encore une fois chaque cas est différent, bien entendu ? Oui, l'erreur beaucoup trop souvent, c'est de saisir l'avocat quand le conflit existe déjà. Donc trop tard. Trop tard, et de laisser mourir des situations, s'aggraver des situations plutôt que consulter. L'idéal, c'est évidemment de consulter l'avocat bien en amont, c'est le rôle de l'avocat. Et un conseil justement juridique permet souvent d'éviter des situations dramatiques. Si on peut résumer, l'architecte avant le pompier. Pourquoi ? Parce qu'on n'appelle pas l'avocat quand tout brûle. Au contraire, l'architecte, pourquoi ? Parce que l'avocat va bâtir un socle solide, des fondations avec le client, des contrats, des accords, l'aider dans des signatures d'actes importants. Et le but, c'est justement d'éviter une situation beaucoup plus compliquée et qu'un litige naisse. Je sens que je vais me faire une ennemie, mais je sais pas, moi le soir, j'ai pas envie de consulter une avocate, j'ai envie d'aller voir ChatGPT et lui poser les questions qui vont bien. Est-ce que j'imagine que c'est quelque chose que tu me conseilles de ne pas faire ? Alors là, je fulmine, j'ai la fumée, je crois qu'il sort des oreilles. Non, mais oui, vivre avec son temps, oui, l'IA, oui, mais il faut que ça reste un outil qui nous aide dans les actes répétitifs de la vie quotidienne, les tâches administratives. Mais bon, la réalité, c'est qu'une IA, et heureusement, ne remplacera pas 6 années d'expérience, le côté pragmatique de l'avocat, son expertise, et surtout, ça pose des problématiques. Lesquelles ? Des problématiques de vérification, par exemple, des sources. Oui, on voit une information qui nous arrive, mais on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas si c'est une traduction d'un article à l'étranger. Et beaucoup de personnes font confiance à tort et oublient cet aspect vérification, effectivement, des sources. Alors même que la confiance, elle constitue un socle essentiel entre l'avocat et son client. Mais il y a d'autres aspects aussi qui vont au-delà de ça. L'aspect cas pratique. Ouais. Cas pratique, c'est-à-dire que la solution que l'IA va vous vendre, l'IA ne vous garantit pas que cette solution vous sera applicable à vous. Contrairement à l'avocat qui fait du cas par cas, du sur-mesure, et qui, lui, analysera avec précision votre situation et l'ensemble. Ouais. D'ailleurs, tu peux l'utiliser toi-même, l'IA ? Alors moi, je l'utilise, ça m'arrive, mais pour des tâches quotidiennes, répétitives, améliorer par exemple ma syntaxe ou faire des petits récapitulatifs.
certaines choses. Un usage comme un outil, tu disais, mais pas voilà. comme... Disons qu'il faut que ça reste un outil au service de la créativité, de la productivité, ça oui, mais pas au détriment de l'expertise d'un avocat. Je comprends. D'ailleurs, juste pour clore le sujet de l'intelligence artificielle, je sais pas, il y a des avocats des fois qui se reposent presque exclusivement dessus ou pas? Alors c'est arrivé, on apprend de ses erreurs comme on dit, mais c'est arrivé, alors j'ai eu écho qu'effectivement un confrère se serait basé sur des jurisprudences qui en réalité étaient inexistantes et qui avaient pour origine l'intelligence artificielle. Donc effectivement il a été retoqué. Dernière petite question, si tu devais nous résumer les fondamentaux du métier d'avocat? Oui, alors vous l'avez compris, j'imagine, tu as compris Nicolas, le rôle de l'avocat n'est pas juste de plaider, hein, ça c'est que la face haute de l'iceberg. Alors on a une obligation de compétence bien évidemment, mais il faut aussi avoir ce petit plus, une intuition, une opiniâtreté, la passion du métier dont moi je suis animée. Alors les piliers, globalement vous l'avez compris, tu l'as compris, c'est premièrement anticiper, l'anticipation. Deuxièmement, le conseil, puisque l'avocat, avant d'être un plaideur, est un conseil, il doit être vu comme un confident, finalement. Donc pour toutes les décisions de la vie personnelle ou professionnelle, courante, entre guillemets, si je puis dire. Et Nicolas, je voulais aussi rebondir sur l'actualité. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, il y a un mouvement de grève de l'ensemble de la profession d'avocat contre la loi SUR. D'accord. Et c'est quoi exactement ce mouvement de grève, ou du moins cette loi SUR? Alors, donc cette loi SUR vise à instaurer le système du plaidé coupable, habituellement applicable en matière de délit, de le transposer en matière criminelle. Mais ça pose une difficulté. Parce qu'on ne peut pas voir dans la justice, on ne peut pas avoir une vision comptable de la justice. Donc ça revient à supprimer l'audience criminelle, mettre à mal les droits de la défense en quelque sorte, au profit finalement d'une seule célérité, donc une rapidité aveugle. D'accord. Donc on a effectivement ce mouvement de grève aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment très intéressant. J'ai une petite question à te poser, cette fois-ci on va dire sur le club dans lequel tu es, le club qui a été créé par Élodie Gasquet. Tu es membre actif de ce club de Fréjus. Pourquoi avoir voulu rejoindre un réseau d'affaires, un club d'affaires, COS bien sûr, mais plus généralement un club d'affaires? Alors, parce que je m'y sens bien en réalité, et je pense que ça compte énormément, ce sentiment de grande famille. Et puis, ce club COS, il vient rompre un peu les codes classiques de rigueur d'autres clubs d'affaires. On est vraiment dans une convivialité. Du fait de nos réunions, par exemple, thématiques, alors ça nous permet de se connaître personnellement, mais aussi professionnellement. Et puis, bon, moi j'aime beaucoup la synergie que ça a créée. On met en commun nos expertises, nos compétences et j'apprends beaucoup des autres. Voilà. Bon, vivement la prochaine réunion et je vous partagerai ma passion pour le 2 roues. Dans 15 jours. Dans 15 jours, oui. Merci infiniment, Julie. Merci de ta présence et de ta bonne humeur. Si vous souhaitez en savoir plus sur Julie, son numéro s'affiche sur la vidéo et également en description. Je mettrai pas mal d'éléments si vous souhaitez la contacter. N'hésitez pas à liker et à republier cette vidéo, ça lui donnera de la portée et ça aidera peut-être des gens à trouver une avocate incroyablement compétente pour les aider. Et moi, je vous dis à dans 15 jours, je recevrai donc Élodie Gasquet qui est architecte HMONP. Merci beaucoup, au revoir.